F1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 15 du Bulletin F1. Étonnamment, il n'y a pas d'épisode spécial en l'hommage d'un pilote parce que depuis 2014, il n'y a personne qui a porté le numéro 15, ce qui est rare. Ce qui est très rare en fait. Donc, on va attendre aux prochains épisodes avant d'avoir le prochain, donc qui serait peut-être l'épisode numéro 24, puisque de 16 à 23, il y a des chiffres qui ont été utilisés depuis 2014. Donc, c'était ça l'introduction. Donc, au menu cette semaine, on revient sur le Grand Prix de Hongrie. Dernière épreuve avant les grandes vacances de la Formule 1, donc un mois sans vroom vroom à 4 roues. Ensuite, on va vous donner le classement, les évaluations personnelles, le retour des 10 équipes et évidemment, on a le retour du segment En route vers la F1 avec la Formule 2 et la Formule 3. Entre autres, il y a une victoire assez populaire ce dimanche en Formule 2. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, restez avec nous pour savoir qui a gagné la course sprint, donc la course du dimanche. Pour parler de ce Grand Prix de Hongrie, je suis en compagnie de Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Et en attendant, on va commencer à deux puisque il y a Brian Wilmette qui est là, mais comme il est en empêchement, il va arriver en cours d'épisode. Donc, si jamais on a le temps, si jamais il arrive, on va arrêter puis on va lui dire fais tes évaluations personnelles, puis ensuite on va reprendre le cours normal de l'épisode. Alors, c'était une très belle course en plus de ça. Donc, oui, j'ai ça commençait un petit peu tranquillement, mais plus la course avançait, plus l'intérêt était fort. Ouais, puis tu sais quoi, je pense que les premiers tours du Grand Prix m'ont pas mal aidé parce que j'étais encore fatigué de mon voyage à Toronto. J'étais parti il y a quelques jours dans la plus grosse ville au Canada. Je suis allé même recueillir quelques souvenirs de la course d'IndyCar qu'il y a eu il y a 2 semaines. Donc, c'était un très beau voyage. Et puis j'en ai même profité pour regarder les qualifications directement de la ville reine du Canada. Donc, quand même. Ouais, donc... C'est plutôt le fun de faire ça à partir de cet endroit. Ouais, exactement, et surtout le matin avant de partir pour revenir à la maison. En plus, on a eu droit à toute une qualification. Exactement. Alors, oui, je sais que c'est le thème des vacances bientôt, et en ce moment même, mais là, on a un Grand Prix à parler. Donc, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, et c'est un départ! Alors, manche numéro 12 du championnat du monde 2019 de Formule 1 qui avait lieu à Budapest, la capitale de Hongrie, sur le Hungaroring. Une course où il faisait quand même chaud, mais qui a été surtout marquée par la pluie le vendredi. Comme quoi, elle a suivi les pilotes de l'Allemagne après cette course exceptionnelle. Mais samedi, ça a été chaud et dimanche, ça l'a été encore plus. Alors, je vais vous donner tout de suite le classement du Grand Prix de Hongrie 2019. Là, on revient un peu plus à quelque chose de traditionnel. Oui. Lewis Hamilton a remporté l'épreuve, sa 81e victoire en carrière. Il n'est plus qu'à 10 victoires d'égaler la marque de Michael Schumacher. Il s'approche. Ça se rapproche, puis la saison n'est pas encore finie. Donc imaginez, si jamais il gagne les 9 autres
épreuves de la saison, ce qui est possible, il serait à 90. Et le prochain Grand Prix en 2020, ben, ce sera le moment historique. Donc, Hamilton est sur une lancée. Donc, ce n'est plus qu'une question de temps. Ben, sinon, Max Verstappen a fini deuxième sur la Red Bull. Et Sébastien Vettel, troisième, à, attention, 1 minute du vainqueur. Et Charles Leclerc, quatrième, à 65 secondes de Hamilton, mais aussi le dernier pilote sur le tour du meneur, puisque de Carlos Sainz jusqu'à Robert Kubica, tout le monde a fini au moins un tour de retard. Donc Sainz termine cinquième sur la McLaren, Pierre Gasly sur l'autre Red Bull sixième, Kimi Raikkonen septième sur l'Alfa Romeo, Valtteri Bottas, une course difficile pour l'autre Finlandais, huitième, Lando Norris neuvième sur la McLaren et Alexander Albon dixième. Donc c'est tous ceux qui marquent des points. Onzième, Sergio Perez sur la première des deux Racing Point. Nico Hülkenberg sur la Renault, au moins il a fini la course en 12e place. Kevin Magnussen, 13e sur la première des deux Haas. Daniel Ricciardo sur l'autre Renault, 14e. 15e, course un peu plus difficile et un peu un retour sur terre pour Daniel Kvyat. 16e, George Russell sur la Williams. Oui, devant deux pilotes sur un même rythme. Lance Stroll sur la Racing Point. Et 18e, Antonio Giovinazzi. Et Robert Kubica, 19e sur la Williams. Et le seul pilote qui n'a pas terminé la course, c'est Romain Grosjean, en raison d'un abandon dû à un problème de pression d'eau. Et Google Mini, tu vas t'arrêter tout de suite. Donc, oui, j'ai été sur... Il voulait remplacer Brian, c'est pour ça. Ouais, exactement. Mais non, Google, pas aujourd'hui. Donc, voilà, c'est le classement. Puis celui qui a obtenu le point boni pour le meilleur tour, c'est Max Verstappen qui l'a réalisé. Heureusement, parce que sinon, ça aurait été Lewis Hamilton. Marc-André, je vais te laisser commencer avec tes évaluations personnelles. Donc, hashtag perfo du jour, hashtag contre-perfo du jour et hashtag moment cocasse. Donc, si jamais vous voulez participer, je vous rappelle, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, @lebulletinf1 ou sur facebook.com/bulletinf1. Alors, Marc-André, je te laisse aller. Donc, comme vous l'avez sûrement vous commencez à le remarquer, j'aime les stratégies en piste. Et puis, aujourd'hui, nous avons eu un coup de chapeau du côté de Mercedes et de Hamilton, alors que Hamilton suivait depuis quelques tours Verstappen à peu près une seconde 3. Des fois, Hamilton était à 0.400 à peu près millième de seconde de Verstappen. Et Mercedes nous ont surpris avec un changement de pneu, qui est allé vers le tendre, si je me trompe. Non, c'était medium, si je me trompe pas, pour les Mercedes. Et donc, c'est ce changement de pneu-là à la toute fin de la course, alors qu'il restait une vingtaine de tours, qui a donné la victoire à Hamilton, alors que Verstappen menait depuis le tout début, puisqu'il avait réussi à avoir une pole position pour la toute première fois de sa carrière. Et Verstappen a été vraiment à peu près parfait. La voiture avait peut-être un petit peu moins de performance que la Mercedes ce matin, et ça a vraiment paru là, en fin de course, alors que Verstappen avait des vieux pneus, tout très maganés. Donc, les Mercedes ont pris la bonne décision en changeant le pneu. Et je me demandais pourquoi peut-être Red Bull n'avait pas suivi le cap, alors que au moment où Verstappen aurait pu rentrer, il aurait été derrière Hamilton, mais à peu près une seconde. Et selon toute chose, Mercedes avait un trop bon rythme pour que la Red Bull puisse réussir à dépasser Mercedes. Et c'est la raison pourquoi Verstappen et Red Bull
sont restés en piste. C'était la bonne décision à prendre du côté de Red Bull aussi. Mais écoute, félicitations à Mercedes encore qui ont réussi à trouver un moyen de gagner cette course et de magnifique façon là, pour terminer, pour clore cette mi-saison et pour bien partir justement les vacances, même si ils ont peut-être pas eu la course espérée non plus du côté de Bottas. Ouais, exactement. Donc, c'était un coup de génie de la part Vraiment. de Mercedes. C'est exactement ce que j'aime voir en piste. Tu sais, je connais pas beaucoup les moteurs. Là. Vous allez me dire la différence entre un V6 et un V8, je sais pas. Donc, vraiment, ce que j'aime de la F1, c'est les stratégies en course. C'est vraiment tout ce qui est sportif de la F1 et aujourd'hui j'ai été comblé encore alors que la dernière course avait beaucoup tourné autour des stratégies et aujourd'hui je m'attendais pas à ça vraiment de la part de Mercedes qui rarement vont utiliser cette stratégie justement de revenir au puits à la toute dernière minute pour espérer gagner et aujourd'hui ça a fonctionné et je pense qu'ils vont sûrement réutiliser cette stratégie peut-être à Singapour si jamais les Red Bull, en tout cas la Red Bull de Verstappen est encore en première position. Oh oui, exactement. Puis, quand tu parles de Singapour, ben, peut-être que ça pourrait être une course où justement la Red Bull pourrait jouer encore les troubles faits, et surtout parce Ouais, que c'est une piste où c'est très humide, même si c'est une course nocturne. Donc, c'est à voir exactement. Puis, je suis entièrement d'accord avec toi concernant la stratégie de Mercedes. 100% du mastermind. vraiment. Très, très, très bien. Une autre performance du jour, ben, j'ai pas le choix encore de le donner à Carlos Sainz qui a encore terminé 5e alors que son coéquipier a terminé un petit peu plus loin. Encore sans faute de son côté, a réussi à s'avancer de quelques places lors du départ et Oui. a tenu sa position jusqu'à la toute fin. Donc, encore un sans faute pour lui et on est très content pour Carlos Sainz. Écoute, qui, depuis le début de la saison, performe bien course après course, Grand Prix après Grand Prix. Donc, c'est juste normal que une bonne performance... il mérite encore la performance du jour je pense que ça fait quelques Grands Prix là, qu'on lui donne une performance du jour. Ah oui, exactement. Écoute, peut-être pour ceux qui sont familiers avec le hockey, mais il existe le trophée Jacques Beauchamp là, remis Ouais. à la, disons, 4e étoile chez le Canadien de Montréal. Mais s'il y avait cette équivalence, ben, Carlos Sainz aurait clairement ce trophée. Je pense que oui. Oh oui. Sinon, ta contre-performance du jour. J'ai pas le choix d'y aller avec Bottas, malheureusement, qui dès le départ a eu deux voyons a raté son freinage, roue bloquée à 2 reprises dans les 2 premiers virages, Ouais. est venu mettre son aileron avant dans l'arrière de Hamilton, ce qui lui a causé des dommages. Et ensuite, il est venu frapper Leclerc. Au moins, il n'y a pas eu de dommages pour Hamilton et Leclerc, mais Bottas a dû rentrer au puits quelques tours plus tard pour venir changer son aileron. Et puis, ben, tu sais, encore une fois, on le dit, peut-être que son poste est en jeu, malheureusement, mais tout de même, je pense que Mercedes devront le garder dans l'écurie, puisque je ne vois personne d'autre prendre cette position pour l'an prochain. Mais tout de même, je trouve ça dommage de la façon que Bottas gère tout ça présentement. Il avait tellement eu un bon début de saison que je trouve ça vraiment triste pour lui que les 2 dernières courses ne soient pas été comme il l'aurait voulu sûrement. Donc, il a réussi à remonter la pente par contre, est venu se placer en 9e position à quelques reprises. Donc, écoute, j'ai pas le choix de lui donner à cause de cette petit accrochage justement en début de course et de ces 2 roues bloquées. Ouais. Mais
ça fait partie de la course automobile encore une fois, de peut-être mal gérer un début de course, justement. Ouais, exactement. Et je dois dire, il faut que je le dise aussi. J'ai trouvé ça sur le site officiel de la Formule 1 tout à l'heure avant de commencer l'émission. Bottas, lors de ces deux courses, n'a que 4 points. Quand même. Lors de ces deux dernières courses, puis évidemment, les 4 points, ben, c'est ceux d'aujourd'hui, exactement. Donc, c'est pas mal compliqué. Déjà, son accident à Hockenheim lui a fait très mal. Sûrement au moral aussi, pas juste en de la vue de leur écurie, là, mais aussi le moral a sûrement pas aidé. Et probablement qu'aujourd'hui, c'est encore pire, puisque il aurait pu avoir une très bonne position encore en fin de course. Effectivement. Sinon, est-ce que tu as une autre contre-performance du jour ou bien tu as déjà un moment cocasse? L'autre contre-performance, peut-être que je la donnais à Stroll, qui n'a pas réussi justement à faire ses départs canons comme il le fait habituellement. Mais sinon, c'était assez tranquille. Peut-être Ferrari, justement, qui a été à 1 minute des Mercedes en cette course, qui, je pense, qu'ils ont été affectés par la chaleur aussi, ou bien c'était pas assez chaud pour eux. Donc, manquer d'adhérence complètement. Exactement, vraiment, ça a été une course difficile. La stratégie de Vettel aura finalement été payante pour lui alors qu'il a terminé devant son coéquipier Leclerc, qui avait changé ses pneus peut-être à la mi-course pour des pneus plus rapides, et finalement ça leur a été très payant, puisque en fin de course Vettel si on le compare à son coéquipier, flottait sur la piste, même si ça a été un grand prix difficile. Aïe, ouais. Ferrari, si j'avais à résumer Ferrari en un meme, parce que moi j'aime les memes sur Internet, ce serait celui où DJ Khaled dit Congratulations, you played yourself. C'est pas mal ça, parce que Ferrari, on va se le dire, c'était supposé être l'écurie qui allait vraiment mettre fin au règne de Mercedes. Puis finalement, à la 12e épreuve de la saison, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Puis en plus de ça, il finit à 1 minute du vainqueur, qui est le rival de Ferrari depuis des années. Donc, Et supposément, Vettel, qui est justement supposément être le deuxième pilote de cette compétition, et même porté peut-être à être premier. Donc, on comprend pas trop ce qui se passe encore chez Ferrari, mais ils devront régler ça rapidement, parce que là, ça ne fonctionne visiblement pas. Exactement. Donc, Ferrari, je pense que, très honnêtement, c'est la contre-performance de pas mal tout le monde. Ouais, probablement. Ouais, parce que c'est incroyable de voir cette équipe chuter à tel point. Pourtant, je sais, je vais encore parler de Canada, mais le Grand Prix du Canada, c'était probablement leur meilleure course de l'année. Et malheureusement, pour des circonstances évidentes, ils ne sont pas Ferrari n'est pas reparti avec les 25 points. Donc, je sais pas si ça a affecté le moral ou c'est juste tout simplement la voiture qui est... oui, la voiture, elle n'est pas du niveau qu'on le pensait, qu'on le voulait, qu'on voyait en pré-saison. Mais je m'y attendais un peu parce que, oui, la Ferrari était rapide, mais elle n'était pas fiable non plus. Là. Beaucoup de problèmes par-ci et par-là, mais bon. Ça, on reviendra sur Ferrari après. Là. Ferrari, et juste pour terminer, ça me fait un peu rappeler la saison 2016, qui Red Bull avait terminé devant la Ferrari, alors que c'était une monoplace qui avait été complètement ratée par l'écurie
italienne. Oui. Et présentement, c'est à peu près la même situation qui se passe, à part que, en comparaison avec 2016, Gasly n'est pas capable de faire ce que Ricciardo a fait. Alors, c'est peut-être pour ça que présentement, Red Bull n'est pas en deuxième position, pardon. Mais pour moi, présentement, Ferrari est malheureusement la troisième monoplace la plus efficace sur le circuit là, depuis quelques Grands Prix, peut-être même depuis le Grand Prix du Canada. Oui, exactement. As-tu un moment cocasse? Il n'y a pas eu grand-chose, à part peut-être la la déclaration de Verstappen qui m'a fait bien sourire sur Renault. Alors qu'il dit, si Renault dit avoir 1000 chevaux, c'est que leur voiture est vraiment mauvaise. Je pense qu'il vaut mieux parler sur la piste que dans les médias. Alors encore, Verstappen est très critique avec son ancien motoriste. Donc, ça m'a fait bien sourire. Là, ça m'a mis un petit sourire en coin. Bonjour, messieurs. Est-ce que je vous dérange? Non. Bonjour. Désolé de m'incruster comme ça, messieurs. Je suis vraiment... Ben non, c'est bien correct et c'est même tant mieux, mesdames et messieurs. Voici le troisième homme du bulletin F1, Brian Ouimet. Bonjour. Oui, donc... Comment ça va, messieurs? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien, Oui, donc... Désolé du retard, j'avais un petit contre-temps. Il n'y a pas de problème, tu es pardonné, mon cher. Et comme on dit, jamais 203. Exact. Donc, on va juste finir avec le moment cocasse de Marc-André. Ouais, exactement. Donc, en fait, c'est ça. Verstappen a été critique encore une fois sur son ancien motoriste. Et ça m'a fait sourire, là. Écoute, une déclaration encore choc de Verstappen, mais tout à fait méritée dans le cas de Renault. Donc, pour ça, je n'ai rien à dire sur sa déclaration. Ben, en fait, c'est ça. Comme tu l'as dit, Renault l'a complètement mérité parce que de dire que tu as 1000 chevaux vapeur alors que ton moteur... beaucoup de difficultés. Ouais, il part en fumée en Allemagne. Mon œil que tu as 1000 chevaux vapeur. Puis, mais vas-y, je termine. Oui, non, vas-y. Ouais, ben ça, c'était mal placé aussi du côté marketing. C'est pas comme si Renault avait enfilé les bonnes performances depuis quelques Grands Prix. Là, peut-être ça aurait pu être un bon moment pour dire ça. Admettons que c'est la vérité, ce qui, je pense pas que c'est le cas. Écoute, il y a vraiment un problème dans ce cas-ci et c'était mal placé peut-être de la part de Renault en ce moment même. Donc, voilà. Exactement. Donc, Renault a manqué une belle occasion de se taire. Effectivement. Oh oui. Puis, Brian, toi, tu ne vas pas te taire parce que j'aimerais entendre tes évaluations personnelles, s'il te plaît. Brian? Oh, je crois qu'on a perdu Brian. Donc, en attendant qu'il revienne, moi je vais... Voilà ce que Renault aurait dû faire. Ah! Exactement, ouais. C'est une illustration de l'occasion ratée de Renault sur les 1000 chevaux vapeur. En attendant, moi je vais vous donner mes évaluations personnelles. C'est pas mal les mêmes que la tienne, Marc-André. Performance du jour, le pilotage légendaire de Lewis Hamilton et la stratégie exceptionnelle de Mercedes. Mention très honorable à Max Verstappen qui a fait un sans faute en fin de semaine. Et à Carlos Sainz, que j'aurais aimé voir un peu plus à la télévision parce que, oui, il finit 5e pour un deuxième Grand Prix consécutif, mais cette fois-ci, il a été un peu effacé parce que, et je comprends parce que, disons... Il n'était pas inclus dans aucune bataille d'un sens, donc c'est un peu normal qu'on ne l'ait pas vu, mais moi aussi j'aurais aimé ça le voir plus. Ouais, exactement, mais en même temps, quand t'as Hamilton contre Verstappen pour la victoire, tu laisses tomber les autres pas mal. Exactement. La contre-performance du jour, c'est Ferrari qui finit encore à 1 minute du vainqueur parce que on dit ça, mais c'est pas la première fois. La dernière fois, c'était lors du Grand Prix d'Australie.
la première épreuve de la saison où on mettait la barre haute pour la Scuderia puis ils finissent à 1 minute du vainqueur. Ça fait vraiment dur. Sinon, le moment cocasse, c'est à la poussière de ciment qui se retrouvait sur la piste entre les virages 4 et 5 du circuit lors des essais libres du samedi. Parce que, je vous explique, il y a eu une casse moteur lors, je pense, d'une À la course de toute Formule... fin, Oui, c'est ça, à la toute fin de l'épreuve de Formule 2, je pense, c'est bien cela. oui, exact. Puis, la casse moteur a fait en sorte qu'il y a eu de l'huile répandue un peu partout. Donc, entre-temps, les commissaires ont été obligés de mettre de la poussière de ciment pour absorber tous les résidus d'huile. Et je pense que la séance d'essai avait été interrompue pendant 10 minutes pour nettoyer le tout parce que tous les pilotes roulaient sur cette poussière en question. Donc, c'est comme si il y avait de la mini-neige à Budapest. Quoique, avec la température qu'elle a fait, ça aurait créé un gros lac. Donc, sinon... Donc, ça, c'était un moment cocasse. Sinon aussi, il y en a un aussi que j'ai noté. C'est Haas qui fait partie du moment cocasse parce qu'il y a eu une bataille lors du 58e tour entre Kevin Magnussen et Daniel Ricciardo. Ah oui! Puis, Haas qui dit Kevin est vraiment à les rétroviseurs plein de jaune pour faire référence à la Renault de Ricciardo. Et là, t'as Renault qui dit, et je le dis en anglais, apparently you're beep taking the beep. Donc, disons, you're taking the fucking piss. Excusez de mon langage. Et t'as Haas qui dit, well, we call it defending. Ça, c'était encore une fois une autre raison pour laquelle il fallait que Renault se taise. C'était bien envoyé parce que cette fois-ci, contrairement en 2017, Magnussen s'est bien défendu face à Ricciardo. Même si ce dernier n'a pas apprécié, mais le tweet, d'ailleurs je l'ai retweeté, on l'a tweeté via le compte Twitter du Bulletin FM, vous allez voir ça, c'était du silence exactement comme je les aime. Genre, t'as rien à dire, tais-toi. Voilà. Donc, vraiment c'était du très bon Haas ici. Effectivement, je l'avais vu tout dernièrement, là, dans les dernières minutes. J'ai adoré. Oh oui. Renault est en train de faire un peu comme Ferrari, devenir un peu la joke. Oups. En fait, même pas oups. Sinon, sur Twitter, on a Francis Paquette qui est toujours fiable. Je l'appelais même Monsieur Fiable parce qu'il répond toujours à nos évaluations. Performance du jour, Hamilton et Verstappen. Contre-performance du jour, Ferrari qui termine à 1 minute du vainqueur. Et le moment cocasse à la poussière de ciment qui ressemblait à un nuage de brouillard ou de neige. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça sur les comptes Twitter ou Instagram de la Formule 1. C'est assez impressionnant. Sinon, on a sur Facebook Alain Léon qui, je vous sors ça tout de suite, qui est la seule évaluation sur Facebook pour ce Grand Prix. Performance du jour, équipe stratégique de Mercedes. Contre-performance, Valtteri Bottas. Et le moment cocasse, le dépassement sans contact de Haas. Oui, parce que il y a eu une consigne d'équipe chez Haas. En fait, Romain Grosjean a dû laisser passer Kevin Magnussen. Ça lui a pris 2 tours, mais je pense quand on nous a montré la reprise, on a été surpris de voir Haas sans faire un dépassement sans se toucher ou quoi que ce soit. Puis il y a David Croft de Sky Sports F1, le commentateur de la Formule 1, qui avait dit
que, bon, Kevin Magnussen va bientôt se marier. Puis il avait dit en anglais, I wonder if Grosjean will crash the wedding reception. J'espère qu'il y en a qui ont compris l'anglais parce que c'est pas quelque chose qui se traduit en français, malheureusement. C'est une bonne blague anglaise, par contre. Mais c'était bien Et moi, pensé. c'est la... Oui, vas-y. Ouais, c'était très bien placé. Moi, c'est la déclaration de Bertrand Hull que j'ai aimé. Moi, j'ai écouté en français. Oui. Et puis, c'est lors d'une bataille entre Kvyat et Albon. Oui. Et il a affirmé que, justement, les Toro Rosso faisaient un cours au As pour ne pas se toucher pendant la bataille. Et même que c'était comme une reprise, les reprises vidéo que les joueurs de hockey écoutaient pendant les pratiques. Là. Donc, As devra faire du vidéo sur cette séquence. Exactement, oui. Et j'espère que... exactement, ils vont avoir... Il y avait plus de moments cocasses que je le croyais durant cette course. Ah ouais, exact. Quand on y pense, au final, c'était quelque chose d'exceptionnel. Parce que pour être franc, je me suis gratté la tête avant de commencer pour trouver un moment cocasse, mais plus ça avance, plus je me dis, il y a eu des flashs que je me souvenais plus. Oui, exactement. Donc, ce Grand Prix nous a quand même offert de bons moments. De très bons moments. Et d'ailleurs, on va parler du moment qui a marqué ce Grand Prix, alors qu'on passe justement à la revue des 10 équipes. Mercedes qui remporte ce Grand Prix, vraiment, on doit dire, comme Alain nous le disait, l'équipe stratégique de Mercedes mérite tout autant la victoire que Lewis Hamilton. Ah oui, même plus, je pense. Parce qu'on se souviendra qu'Hamilton leur avait encore dit est-ce que vous prenez la bonne décision? Est-ce que vous êtes certain? Parce que moi, je pense que je devrais continuer. Mes pneus sont encore bons et tout. Donc, Hamilton n'était pas encore sûr de la stratégie, mais après la course, s'est excusé de son commentaire, justement, parce qu'il était très heureux de la fin de la course. Donc, encore une fois, la stratégie de Mercedes qui fonctionne. On avait vu en 2017 surtout quelques stratégies gagnantes du côté de Mercedes et on est très heureux d'en revoir, même si c'est une deuxième place pour Verstappen. Mais vraiment, encore là, c'était du bonbon à voir là. Une prise de décision rapide, bien contrôlée et Mercedes ne pouvait pas perdre avec cette décision puisque Ferrari était très loin. Si Hamilton se retrouvait deuxième et terminait deuxième, bien, c'est pas grave, écoute, ils l'auront essayé, mais c'est vraiment Red Bull qui est en mauvaise posture avec cette stratégie, puisque on va en reparler, là. Mais vraiment, Mercedes, parfait encore du côté de la stratégie. Excusez-moi, messieurs, ça l'avait coupé. Je suis désolé de vous couper encore. Voilà. Coupé, je suis vraiment désolé. Pas de problème, Brian. Alors, on a retrouvé la connexion avec Brian. Donc, on va faire donc, ça va être une... Comme on dit, on va mettre un drapeau rouge sur Mercedes. Oui, sur Mercedes. Puis Brian, on va voir ton évaluation personnelle, s'il te plaît. Je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêt à entendre mon évaluation personnelle? Malheureusement, oui, Brian. Malheureusement, oui. Écoutez, monsieur, ce fut une course assez... un peu moins palpitante que l'Allemagne, on va se le dire. Mais le résultat reste quand même assez impressionnant de mon côté, ce que j'ai trouvé. La grille finale de la course m'a quand même très surpris. Et la course nous a donné quand même des bonnes batailles, vous trouvez pas? Oui, exactement. On a eu de très bonnes batailles. Évidemment, celle de la première place, mais aussi Bottas à quelques occasions. Daniel Ricciardo aussi a un peu animé le spectacle. Oui, bien sûr, malgré sa performance, Ricciardo à 14e place, un peu déçu, mais oui, il nous a quand même donné des bonnes batailles. Écoutez, ma performance, mes deux performances du jour que j'ai trouvé aujourd'hui, j'ai trouvé que Verstappen et Hamilton ont très bien piloté. Verstappen, très belle fin de semaine pour lui, très belle fin de semaine pour Red Bull, je trouve.
Verstappen a carrément défoncé les tableaux qualification. On a vu avec un bon temps, le temps qui a dépassé Bottas de même pas 5 centièmes de seconde, je pense. 18 millièmes. 18 millièmes. Ouais. Bon, c'est encore plus petit, je pense. Verstappen, très franc comme pilotage, très bon départ, très bonne bataille qui s'est livrée aux deux Mercedes. Il a su gérer ça comme un champion, sans stress. Ça démontre que Verstappen, peut-être que il serait prêt pour une autre étape dans sa carrière. On voit que c'est un pilote qui est magnifique. Là, j'ai vraiment l'air de têter Red Bull, mais honnêtement, chapeau Red Bull et au moteur Honda pour la fin de semaine. Hamilton, même affaire, stratégie très téméraire de la part de Mercedes pour cette fin de semaine de Grand Prix. On a vu qu'il y a eu un changement de pneus à une dizaine de tours de la fin et ça a porté fruit parce qu'Hamilton a su tirer avantage de ses nouveaux pneus contre Verstappen. Puis on voit que ça l'a été à son avantage. Ah oui, exactement. Ta contre-performance du jour? Ma contre-performance du jour, étonnamment... non, en fait, pas étonnamment. DC Bonnet Surprise, Grosjean. Ah ouais? Ouais. Oui. Mais écoutez, les deux Haas ont eu une très bonne... En fait, les deux Haas ont eu des très bonnes performances en fin de semaine, mais étonnamment, n'ont pas fourni en course. On voit Kevin Magnussen qui était... Kevin Magnussen qui était 15e, puis Grosjean, lui, qui était sur la grille de départ 9e, puis qui n'a pas terminé la course. Et Magnussen qui a juste gagné 2 places suite à ses qualifications. On voit peut-être que ça tire de l'arrière chez Haas encore. Ah, clairement. Écoute, on va en parler quand on va revenir sur Haas, mais il y a quelque chose qui cloche clairement. Très difficile. Oh oui, c'est très difficile. Puis les vacances arrivent. Là, ils font face à un énorme problème. En fait, 2 énormes problèmes même concernant l'avenir des pilotes, mais aussi l'avenir de leur voiture. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que et le problème, c'est l'ignorance présentement. Là. Ils ne oui. savent aucunement c'est quoi le problème. Et en F1, ça fait peur de voir ça. Là, on avait entendu parler aussi les dernières semaines, les rumeurs de Ocon venant remplacer Grosjean. Oui. Ça avait vraiment brassé la communauté, disant que il y a quelque chose qui se passerait pas chez Haas. Peut-être que ça serait peut-être pilote la problématique, mais on se rend compte que finalement, ce serait peut-être un problème au niveau de l'écurie, hein, pas juste des pilotes. Ça serait au niveau de l'ensemble. Puis c'est ça que Haas ne sait pas encore, que la communauté de Formule 1 ne connaît pas encore non plus. Exactement. Et tu fais bien de parler de Haas, parce que même moi, quand j'ai vu Grosjean chuter au classement de 9e jusqu'au bas-fond, je me dis, il y a un problème là. Exact. Donc, Haas aussi mérite un certain point de la contre-performance du jour. Et est-ce que toi, tu as un moment cocasse? Parce que Marc-André et moi, finalement, on pensait pas en trouver autant, mais toi, est-ce que tu en as réussi à en trouver un autre? Écoutez, j'ai pas eu de moment cocasse. Moment cocasse, j'en ai eu 2. Oui. Le quasi-accrochage entre les deux... Ferrari. Ah, je sais pas si vous avez vu il y a eu une bataille à un moment donné entre Vettel et Leclerc. Ça s'est presque terminé en accrochage entre les deux voitures. Ah, ok, le dépassement de Vettel. Sur Leclerc, ouais, exact. Ah, ouais. Exact. Sinon, il y avait aussi, de mon autre côté, là, ça serait peut-être pas un moment cacasse, mais un moment fort de la course, la bataille Kvyat-Albon. Oh oui. La bataille Kvyat-Albon. Très impressionnant. Dans le tour, dans les deux chicanes, back-à-back, on s'est entendu que c'était Albon s'il ne cédait pas à Kvyat. Les deux, c'était un DNF certain, là. Oh oui. Et c'était justement la bataille dont on parlait lorsque on parlait de la déclaration de Bertrand Hull. Ok. Oui, quand il disait que
cette bataille devrait donner des leçons à Haas. Énormément. Exactement, pour savoir se battre sans se toucher et mettre fin à leur course et mettre son directeur de course en colère encore une fois. Donc, tout ça pour Netflix. Donc, au moins, c'était du bonbon. Et tu as raison de le souligner d'ailleurs, Brian, de ce moment fort de ce Grand Prix là J'en avais un dernier moment fort aussi, Oui. le départ des deux McLaren. Au départ des deux McLaren, c'est un départ qui était très inattendu, très, comment dire, très agressif de la part de Sainz et de Norris. Oui. Norris a été un petit peu plus hésitant, mais on voit que Sainz était prêt à attaquer les Ferrari, là. Ah oui, exactement. Non, et c'est ça, Sainz, justement, pour moi, une mention très honorable, je dois dire. Il a été impressionnant. C'est un Sainz amélioré en plus. Donc, moi, je suis vraiment content pour lui. Puis tu fais bien aussi de le souligner, Brian. Puis on va revenir quand on va parler de McLaren. Donc, Parfait. on a fini avec. Donc, merci, Brian, d'être être rejoint à nous. Donc, plus on est de fun, mieux c'est, en fait. Exact. Donc, on va revenir, en fait, sur Mercedes et la stratégie intelligente de l'équipe. Marc-André, si tu veux bien continuer. Ouais, c'est ça. Donc, comme je le disais, intelligente comme stratégie, efficace aussi. Donc, pour terminer justement, je pense que c'était la stratégie à adopter chez Mercedes, même si je m'en attendais vraiment pas de leur part. Mais Marc-André, on s'entend-tu que c'était une stratégie qui était très, très, très téméraire de la part de James face à Hamilton? On s'entend-tu que la stratégie de Mercedes, plus téméraire que ça, on meurt, là? Ouais, mais en même temps, il n'y avait pas de danger, en sorte que lorsque il faisait l'arrêt, Ferrari était très loin, donc pour moi, c'était téméraire, mais en même temps très efficace. Donc, c'est certain que Hamilton aurait pu terminer à 2, 3, 4 secondes peut-être de Verstappen, mais en réalité, je pense que Mercedes avait confiance en leur rythme de course et Red Bull ne pouvait pas suivre malheureusement, et c'est justement pour ça que ils n'ont pas arrêté par la suite. Donc, je pense que on peut juste dire un gros bravo à Mercedes pour leur stratégie et on espère revoir ça plus tard pour que les courses soient encore plus intéressantes. Oui, exactement. Puis je dois dire, en même temps, ce qui est surprenant, c'est que Hamilton avait des pneus beaucoup plus frais que Verstappen parce que Hamilton s'est arrêté après Verstappen, je pense 5 ou 6 tours plus tard. Et quand il est revenu en piste, ben, il enchaînait tour après tour, puis il rattrapait Verstappen. Puis au 39e, 40e tour, il a tenté sa chance, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il a été obligé de se rétracter. Donc, exact. Ouais, et les médiums étaient faits pour la Mercedes en fin de semaine. On voyait Bottas à partir du moment où il a porté ses pneus, c'était plus la même. C'est ça, c'était plus le même résultat chez Mercedes. Donc, et on voyait qu'il y avait une certaine agressivité chez Mercedes aussi. Il voyait que là, il y avait de la performance idéale, il y avait de la voiture idéale, il y avait de les pneus idéales pour le type de conditions qu'il y avait. Puis je pense que ça fait juste montrer que Mercedes, ils ont la combinaison gagnante, puis ça paraît, là. Ben oui, puis toutes leurs victoires sont méritées justement à cause de cette combinaison qui est tout à fait parfaite entre Hamilton et des stratégistes quand même très intelligents. Et aujourd'hui, ils nous ont seulement redonné ce qu'ils font comme travail depuis plusieurs années. Et c'est ça. Non, exactement. Puis, vous savez, moi, il y a un Grand Prix justement, mon père me faisait penser à ça. Ce qu'on a vu de Hamilton, là, les tours de qualification qu'il a enchaînés, là, ça me faisait penser... Ben, ça lui a fait penser au Grand Prix de Hongrie de 1998, où
Schumacher a dû faire la même chose, mais il a été obligé de pousser à fond et à fond pour finalement gagner. Et il y avait Mika Hakkinen qui menait la course, si je me souviens bien, et qui était parti en pôle, et il a chuté en 6e place parce il a, il a subi la pression de Schumacher qui arrivait comme une fusée. Donc c'est pas mal la même chose, voire même mieux que ce qu'on a vu aujourd'hui. En fait, ce qu'on a vu aujourd'hui, ça me faisait vraiment penser à 98. Donc, c'est ça. C'est exactement une belle combinaison stratégie pilote. Donc, quand tu as une stratégie, il faut que le pilote soit capable de le faire, même s'il doute. Donc, non, c'est vraiment bien. Donc, non, moi, je suis vraiment content. Est-ce que vous voulez parler de Bottas, messieurs? Ben, écoute, Bottas, j'ai deux petites affaires à dire. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Début de saison incroyable pour Valtteri Bottas, confiant. On mettait ça sur le dos du porridge. Pilote qui était extraordinaire. Donnait du fil à retard à son coéquipier. Ouais. Mais là, on se rend compte que dans les classements, Verstappen est en train de le rattraper de 7 points. Uh-huh. Ouais. Ben, je Et pense ça aurait même pu être que... encore plus si Bottas n'avait pas réussi justement à remonter la pente après son accrochage avec Hamilton en début de course. Oh mon Dieu! Oh. On voit que commence là, Valtteri Bottas, Bottas commence à tirer un petit peu de la jambe, un petit peu de la patte, puis on voit que Verstappen il gruge plus qu'on pensait. Je pense que on voit que Red Bull commence à donner du fil à retard à Ferrari et à Mercedes. Ouais. Puis ça découle, ça fait stresser les pilotes. Parce que avant, on voit que c'était une game en 2 écuries seulement. Mais là, genre, Team 3 just entered the game, genre, honnêtement. Oui. Genre, on voit que ça déstabilise tout le monde. Red Bull, eux, sont prêts, ne se fient pas à Mercedes et à Ferrari. Parce que Mercedes et Ferrari sont trop occupés à se chiamoyer entre les deux, que Red Bull font des petites affaires. Puis, oups, la troisième équipe rentre dans le circuit, rentre elle rentre chez les grands, en fait, comme on dit, elle rentre chez les grands, puis elle est en train de tout laver, là. Décime tout le monde. C'est exactement la situation de la saison 2016 qui, au début, Red Bull était très silencieuse, et plus la saison avançait, plus il prenait du jus, plus il prenait des points, et justement, pour finalement terminer deuxième. Et la saison 2019 me fait énormément penser à celle de 2016. Exactement, c'est tellement vrai. Oh oui, c'est tellement vrai, t'as tellement raison. Oh oui, exactement. Je suis vraiment d'accord avec vous. Mais la différence, c'est que en 2016, il y avait 2 pilotes Mercedes qui se battaient pour le titre jusqu'à la fin. Aussi, il y avait un côté un petit peu déstabilisant chez Mercedes à l'intérieur. Mais là, on voit que Bottas est en train de s'éloigner du titre. Vettel s'éloigne du titre aussi. Mais on s'entend que rendu à ce point-là de la saison, il n'y a plus vraiment de nécessité de se battre. On s'enligne tout à part accepter que ça va être probablement Hamilton qui va gagner un 6e titre. Mais quand même, ça fait des changements parce que là, on voit que la petite recrue commence à jouer fort chez les grands. Là. Verstappen, quand il est rentré en 2015 chez Toro Rosso, puis qu'il a commencé à évoluer, qu'il a commencé à prendre la place avec Kvyat, on le surnommait le prodige, puis le futur champion. Là. Puis j'ai toujours espoir à ce que ce petit gars-là que j'ai connu quand il avait 16 ans, parce que je veux pas, Verstappen a un an de plus que moi. On s'entend-tu, comme ça vient me chercher un peu, puis on voit juste que ce pilote-là, il y en a dedans, tu sais. Il y en a dedans. Ah oui. Et même moi, je pense que c'est un candidat au titre dès cette année. On le voit présentement, il survole les pistes, même des pistes qui étaient pas une piste Red Bull. Et puis, si Hamilton a des courses comme il l'a eu lors de l'Allemagne, qui
pourrait peut-être arriver durant la mi-course. On est quand même juste à la mi-course, donc c'est pas totalement fini. Et en voyant la performance justement de Verstappen, moi je peine à croire peut-être que Hamilton va réussir à peut-être gagner un titre. Donc, mais là, tu sais, on le voit peut-être qu'on risque d'avoir des courses comme tu disais, comme l'Allemagne, mais on s'entend-tu que les prochains circuits sont pas des circuits de Red Bull. Non, des circuits Ferrari et Mercedes. C'est Ferrari et Mercedes, on s'entend-tu, la prochaine course, c'est Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps qui est un circuit très, très Ferrari et très Mercedes aussi. Italie, Monza qui est très, très Ferrari. Singapour de son côté qui est pas mal exigeant pour toutes les écuries, donc on peut pas vraiment pinpoint là-dessus. Russie, Ferrari dans les dernières années, Japon, Ferrari dans les dernières années aussi, Mexique, il y avait Red Bull. Ouais, Red Bull a été dominant. Au Mexique. Oui, très dominant au Mexique. Les États-Unis. Au Brésil aussi. Ça reste encore un Brésil aussi, il y avait Red Bull qui était très performant aussi. Puis là encore là, tu vois, les États-Unis puis les Émirats Arabes Unis, ça reste des circuits Mercedes. Fait que il peut avoir des revers comme en Allemagne, mais faut pas trop s'attendre à ce qu'il y ait des revers à chaque course. Donc, ouais, exactement. Les règlements ont changé, les voitures ont changé aussi. Mais je pense que c'est pas la bonne saison pour se dire que la course va être différente, la course va être différente à chaque course, pas comme en F2, tu sais, que le gagnant n'est jamais le même, tu sais. Et encore là, les règlements ou les régulations pour les saisons prochaines, ils vont tranquillement évoluer pour des voitures un peu plus simples, performantes, mais plus simples. Fait que probablement. Bon. Est-ce que ça va jouer en faveur de... Ça va jouer en faveur ça va jouer pas mal en faveur. Ça va jouer. Peut-être, mais encore là, ça va jouer en faveur et ça va jouer en défaveur aussi des écuries, parce que oui, il y a des avantages et des avantages à tout changement, on s'entend. Fait que rendu là, on va voir pour les prochaines années. Mais moi, je dis pour la saison, soyons un peu en retrait, puis analysons course par course et non faire trop de prédictions. Ouais, exact. Parce que je pense de toute façon, Verstappen... Mais ça, il faut se le dire, Verstappen, depuis Monaco l'année passée, Monaco-Montréal à la limite, là, pour moi, c'est le deuxième meilleur pilote du plateau. Effectivement. Clairement. Écoute, on s'attendait même, je me souviens des déclarations de Jacques Villeneuve qui est toujours très coloré, mais il disait que Max, il ne le voyait plus comme champion parce qu'il faisait des erreurs et tout. Et après Monaco, il a vraiment pris contrôle de lui. Et puis en course, il est tout à fait parfait, ne fait plus d'erreurs, est capable de contrôler justement, utiliser la bonne vitesse et le bon taux d'agressivité en course pour dépasser un pilote, mais aussi pour freiner au bon moment, justement. Pas avoir je trouve qu'il y a beaucoup d'anciens pilotes qui trouvent que Jeune rime énormément avec témérité, mais je pense que si la témérité elle peut être minimalement encadrée, je pense que il y a toujours moyen de faire quelque chose de son talent. Exact. Et même, je trouve que présentement, je le reconnais plus même, parce que on se souviendra que en tout cas, ce que j'aimais de Verstappen, c'était justement cette témérité qui, écoute, lui, il arrivait, ce qui arrivait, puis il allait vers son but. Maintenant, c'est ça, mais encore plus efficace. Mais c'est sûr que je m'ennuie encore un peu de cette témérité qui faisait des flamèches avec Raikkonen et compagnie. Oh oui. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Pierre Gasly ou on peut passer directement à Ferrari? Parce que j'ai beau défendre... Je suis beau quelqu'un qui aime défendre les pilotes, mais là, je commence à manquer un peu d'arguments. Moi aussi, je te suis en ce sens. Écoute, Gasly encore, genre...
termine 6e, heureusement, mais Ouais. lorsqu'on regarde le classement, il est à un tour de son coéquipier. Il y en a arraché toute la fin de semaine en plus, Gasly. Ah oui, à part, clairement. à part l'essai 2 où il a été premier par chance. Mais Ouais. Ouais. Parce Mais qu'il y a sinon, ça la a pluie été qui est arrivée. Ça a été une Ouais, question de exact. circonstances aussi, là. Parce que si ça avait pas été de la pluie, on s'entend-tu que ça aurait pas été... La tournure d'événements aurait été différente. Ouais, exactement. Différente. Donc, ouais. Gasly 6e, encore un mauvais départ, dépassé par les McLaren. Encore chanceux que Norris ait raté, que McLaren ait un peu botché l'arrêt de Norris, parce que sinon il aurait fini derrière les deux voitures orange, puis ça aurait pas été cool. Donc, non, Gasly, une autre contre-performance pour le pilote français. Et C'est nos qu'à con- passer les Oui, contre-performances s'accumulent, là. Ouais. Non, c'est ça, parce que oui, Helmut Marko a dit qu'il ne remplacera pas Gasly durant la saison. Je Mais je trouve pense ça que très normal. ce qui est normal, mais est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir assez de patience pour lui faire débuter la saison en Australie avec Red Bull? Peut-être pas, malheureusement, parce que oui, moi je vois encore Pierre Gasly chez Red Bull en 2020, pas parce il manque de personnes dans l'académie, mais c'est parce que ce serait un peu injuste pour lui. Mais s'il sort des contre-performances comme il l'a fait à plusieurs reprises, dont aujourd'hui en Hongrie, on va se dire, mais pourquoi on l'a promu un peu trop vite, mais il fallait un remplaçant à Daniel Ricciardo, clairement. Et peut-être que, justement, avec les bonnes performances de Kvyat et Albon, Red Bull présentera peut-être ça à Gasly sous l'angle, justement, que Kvyat a été rejeté de la filière Red Bull, mais est bien revenu. Donc, il y a peut-être un moyen là, de le descendre sans mettre sa confiance en retrait. Ou en tout cas, il y a une façon de jouer avec les mots pour que Gasly continue d'être un pilote comme il est et se rebattre. C'est que l'affaire, c'est que Gasly, c'est que tu répètes l'histoire littéralement. Tu répètes dans ces circonstances-là l'histoire Verstappen et Kvyat. Ouais. Puis je pense pas que c'est quelque chose que Red Bull, l'organisation Red Bull cherche à faire, vu que ça avait fait la polémique, puis que là on voit que Kvyat, ça reprend la confiance, pilote comme un champion. Aucun DNF depuis le début de la saison pour Kvyat. Ouais. Que des bons résultats. Que de patience et de pilotage mature pour Kvyat. Mais il faut faire attention aussi. Kvyat appartient à Red Bull, oui, mais n'appartient plus en intégralité à Red Bull. Faut pas oublier que Kvyat est maintenant un pilote Ferrari. Je sais pas s'il est encore un pilote Ferrari, vu que bon, il a quitté, mais est-ce que c'est un pilote indépendant mais qui est revenu avec Red Bull? Je sais pas, c'est un peu touché cette situation. Parce que je sais pas s'il est bon, il n'a peut-être plus de lien avec Ferrari, mais est-ce que c'est un pilote du giron Red Bull proprement dit comme il était avant, ou c'est juste un pilote indépendant comme Sébastien Bourdais en fait quand il s'est joint à Toro Rosso en 2008, et je pense quand il est arrivé en F1 de l'IndyCar, je pense qu'il n'y avait pas de lien avec Red Bull si je me souviens bien. C'est juste ils l'ont signé parce qu'ils avaient besoin d'un pilote. Donc je sais pas. C'est quelque chose qui est un peu touché, mais j'irai pas jusque-là. Mais justement, Brian parlait de Ferrari. Moi, j'aimerais savoir ton opinion, Brian, sur l'ancien employeur de Kvyat, leur performance en fin de semaine. L'ancien employeur... Ah oui, bien sûr. Écoute, les Ferrari... Excusez, j'ai un petit blanc de mémoire, désolé. Écoutez,
disappointed but not surprised. Pour le Ferrari, je suis très, 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 très déçu. Honnêtement, les Ferrari, c'était une bataille entre eux et non une bataille avec le reste du peloton. Oui. Vettel et Leclerc ont littéralement 61 et 65 secondes respectivement d'écart entre eux et Hamilton. Et ont 53 secondes entre Verstappen. 43 et 45 secondes entre Verstappen. Je veux dire, je comprends que vous avez de la misère avec vos voitures ou avec vos pilotes, mais vous êtes Ferrari. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est ça. Vettel et Leclerc disaient qu'il manquait complètement d'adhérence. Ça peut se comprendre, mais je pense qu'il y a plus ça peut se comprendre, que ça. mais à une minute d'écart entre les deux voitures, je trouve que une minute d'écart entre Vettel et Verstappen, puis une minute et 5 entre Leclerc et Verstappen, excuse-moi, mais c'est pas juste les pneus, là. Non, c'est ça. C'est pas juste l'adhérence sur les pneus, c'est qu'il y a autre chose. Puis là, avec les 2 semaines où ils ne peuvent pas travailler, là, ça va être compliqué de vraiment faire avancer la voiture. Ouais. Donc, non, c'est vraiment une claque, comme le dit Charles Leclerc. C'est une énorme claque. Donc, et en plus, l'arrêt de Vettel qui s'est avéré très bon. En fait, le relais final de Vettel a été marqué par cet arrêt au pied un peu botché en plus. Et les fameux plans A, B, C et tout, là. Donc, et on voit souvent ça chez Ferrari dernièrement. Ils ne réussissent pas à respecter justement les plans établis en début de course, puisque la voiture est pas capable de bien s'adapter aux situations de la course. Et c'est dommage de Ferrari. Donc voilà une situation qui est malheureuse pour eux, mais en même temps, ils devront trouver un moyen de revenir de façon efficace dans le peloton, justement, parce que, écoute, Ferrari, comme tu disais, Brian, s'est battu entre eux et même a fait une stratégie pour faire avancer le Vettel jusqu'en 3e position, mais c'était une stratégie contre son coéquipier, justement. Oui, exactement. Donc, arrive en Belgique et en Italie des circuits qui pourraient avantager la Scuderia. Donc, ce serait bien, je trouve, que Ferrari puisse profiter de ces 2 courses et des vacances pour repartir à zéro, disons-le. Ouais. On va passer tout de suite à McLaren. Carlos Sainz, encore une fois, une belle 5e place, un excellent rythme, surtout face à Pierre Gasly qui était pas très loin derrière. Alors, et Lando Norris, malheureusement, bon, il marque des points, il termine, je pense qu'il termine 9e si je me souviens bien, mais c'est tout ça à cause d'un arrêt au puits raté où il est revenu derrière Gasly. Donc, moi je dois dire, les McLaren cette année, là on est certain de le dire, c'est la 4e meilleure force du plateau, la meilleure équipe de la Formule 1.5, comme beaucoup aiment les appeler. Là. Exact. On voit l'amélioration chez McLaren, puis on voit que c'est un travail qui a pris du temps, mais qui porte fruit. Oui, exactement. Puis, moi, je dois dire vraiment, le progrès continue. Puis, même Fernando Alonso sur Twitter a était vraiment impressionné par la course de l'Espagnol, celui qui le considère comme son idole. Je parle de Carlos Sainz comme étant en fait Alonso est l'idole de Sainz. Bon, je vais la voir, mais de voir que même Alonso dit que McLaren fait très bien, ben ça prouve beaucoup de trucs. Et même Lando Norris, qui a fait un très bon départ, s'est retrouvé devant Gasly, malgré cet arrêt au puits, a fait une course vraiment correcte. Donc, et c'est une claque pour Renault aussi, écoute, qui se retrouve encore derrière
leur acheteur de moteurs et qui, encore une fois, prouve que la McLaren, le châssis est beaucoup plus efficace que Renault. Et Sainz, que du bon encore à dire sur lui, qui a eu une course parfaite, comme on le dit depuis le début du podcast. Et c'est seulement positif pour eux présentement ce qui arrive. Oh oui, clairement. Donc, McLaren va pouvoir partir au moins la tête reposée. Moi, je suis vraiment content aussi. Oui, et sûrement que l'équipe, les mécanos et tout ça sont contents parce que ça fait des années qu'ils traînent le mauvais sort, disons, du moteur qui ne fonctionnait pas, justement, Honda, qui n'était pas efficace sur la voiture et qui plantait un petit peu toujours dans les mauvais moments. Oh oui, exactement. On va passer maintenant à Alfa Romeo. Kimi Räikkönen 7e. Encore des points pour le Finlandais qui permet maintenant, qui maintenant dépasse Racing Point au classement des constructeurs. Et Antonio Giovinazzi qui a eu une course à l'inverse très compliquée. Comment vous expliquez la performance de Räikkönen et de Giovinazzi, messieurs? Räikkönen, honnêtement, j'ai rien à dire. Ouais. J'ai rien à dire. Fait les performances par rapport à sa voiture, fait les performances, agit en conséquence, s'adapte aux situations. Tu sais, on voit que c'est un bon pilote aussi. Pour ce qui est de Giovinazzi, on s'entend qu'il y a un déficit à quelque part. Puis encore là, c'est un pilote qui faut pas oublier qu'il paye son siège. Moi, je suis pas d'accord parce que c'est un pilote qui appartient à Ferrari en fait. Il appartient à Ferrari, mais c'est juste, c'est visible, mais c'est parce que tu vois, le truc avec Alfa Romeo / Sauber, c'est que tu as le pilote proprement dit de l'équipe, donc Raikkonen qui est un pilote de Alfa Romeo Sauber, puis t'as Giovinazzi qui est un pilote qui appartient à Ferrari. Donc c'est comme si c'était un volant qui appartenait à un pilote de l'académie de Ferrari. Donc oui, Giovinazzi, je ne pense pas qu'on va le voir chez la Scuderia, à moins que les performances il débloque ou quoi que ce soit, mais je pense pas que il va faire grand chose, là. Mais il reste quand même un pilote de l'académie. Et c'est juste dommage parce que je pense que ça va être le pilote qui va être là pour l'année prochaine, personnellement, parce que Mick Schumacher n'est pas encore prêt à sauter en Formule 1. Et en tout cas, j'espère qu'il ne fera pas le saut parce que la pression sera énorme pour ce jeune homme. Et je pense que Ferrari voudra aussi être patient dans son cas, de ne pas le lancer trop tôt et pas trop tard non plus. Donc, Exactement. Je pense que peut-être après la prochaine saison, ça pourrait être le moment de le lancer. Et encore là, on verra bien. Oh oui, exactement. Exactement. Donc, performance complètement à oublier pour Antonio Giovinazzi. Si, mais Kimi Räikkönen qui fait encore le travail pour l'équipe. Effectivement. Oui. Qui gagne des points, qui fait avancer la voiture. Et ça, c'est tellement important pour une écurie. Et qui, il y a quelques années, se retrouvant à la toute dernière place. Et depuis 2 ans, ça va déjà très bien. Et on dirait que, justement, cette affiliation avec Ferrari aide grandement. Oh oui, exactement. Puis, non, j'ai vraiment été impressionné de voir les progrès. Surtout que c'était une équipe qui était, bon, sous le nom de Sauber, vraiment très difficile. Ça a été très difficile. Proche de la banqueroute, des problèmes financiers. Donc, au moins, on voit que les progrès sont là. Oui, exactement. Et heureusement, les vacances arrivent et tout le monde va pouvoir se
revenir en famille, passer du bon temps justement avec leurs proches et revenir en force pour la prochaine moitié de saison. Donc du côté de Giovinazzi, c'est peut-être le bon moment justement pour avoir une mauvaise performance comme aujourd'hui et pour revenir encore plus fort lors de la prochaine course. Exactement. Donc, Alfa Romeo, une bonne performance relativement, même si Raikkonen pensait qu'ils avaient une meilleure vitesse que la McLaren, ça se joue aussi, mais au moins, ce sont des points très importants pour l'équipe qui, je rappelle, passe devant Racing Point. Passons maintenant à Toro Rosso. Alexander Albon qui réussit à arracher le dernier point disponible. Et Daniil Kvyat, fort de son podium exceptionnel, a terminé 15e malheureusement, mais comme Brian nous l'a dit dans son évaluation, belle bataille entre les deux pilotes. Ah oui, vraiment. C'était du bonbon à voir. Ils ne se sont pas touchés et c'est l'important. Et c'est ce qu'on aime voir. Écoute, pendant 2 virages, c'était côte à côte. Ils ne se sont pas lâchés et c'était du grand pilotage pour les 2 pilotes de ne pas se toucher. On a eu tellement de batailles comme celle-là entre 2 coéquipiers qui se sont mal terminés depuis le début de la saison. Ouais. Et je parle de Haas. Oui, mais vraiment, Toro Rosso, Albon et Kvyat nous ont donné du gros spectacle aujourd'hui. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce genre de bataille intensive où les pilotes sont à quelques cheveux de se toucher et que ce soit la catastrophe et que finalement ça se termine très bien. Les 2 pilotes reprennent une place différente et on voit le résultat justement. Oui, exactement. Et d'ailleurs, apparemment, ça n'a pas été... Je pense on ne l'a pas vu, mais il y a eu apparemment un accrochage entre Albon et la Racing Point de Sergio Perez. D'ailleurs, Perez n'était pas très content, mais au moins Albon a pu garder son point sans avoir nécessairement de pénalité. De bris, de dommages, exactement. Mais il faut le dire que les 2 Toro Rosso avaient des stratégies différentes. Albon avait un très bon premier relais. D'ailleurs, la recrue est restée en piste 7 tours plus longtemps que Kvyat. Et ça a plutôt fonctionné pour Albon plus que le Russe. Donc, qui sait, peut-être que si les trucs avaient été différents, ou on aurait eu... Les 2 avaient eu la même stratégie, peut-être qu'ils se seraient battus pour la 10e et 11e place et terminer devant Sergio Perez plutôt que d'avoir un qui marque le dernier point et l'autre qui finit au bas-fond. Donc, c'est un peu une course aux antipodes pour Toro Rosso après cette stratégie. Ouais, exactement. C'est peut-être Kvyat aussi qui a mal géré ses pneus en début de course. Peut-être que sa voiture était moins adaptée pour le circuit, même si c'était la même voiture. Des fois, les conditions ne sont pas les mêmes pour les 2. Donc, mais au moins, il y a eu du bon, justement, chez Toro Rosso. Je pense qu'ils vont pouvoir ils ont bien terminé, la moitié de saison. Ils vont pouvoir construire justement sur cette performance de Albon, même si Kvyat s'est retrouvé en toute dernière position, là, très loin derrière Albon, justement. Oui, puis on l'a dit, Budapest, c'est un circuit où c'est très difficile de dépasser. Oui, effectivement. Revenir ici, c'est revenir en piste dans le trafic. Il faut être vraiment patient pour trouver le bon point pour dépasser parce que sinon vous êtes foutu. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement à Kvyat. Ouais. Alors, on a fini de parler de Toro Rosso. On va maintenant passer à Racing Point. On parlait justement de Sergio Perez. Fini 11e. Et Lance Stroll, très décevant. Mais je parlais de Perez parce que, bon, il faut se le dire tout de suite. La Racing Point amenait une deuxième partie des évolutions de la voiture, mais ça n'a pas fonctionné.
non seulement le circuit n'est pas adapté à la voiture, mais ils ont perdu du temps avec la pluie lors des essais du vendredi après-midi. Donc, ça a été pas mal. Ça n'a pas été efficace pour l'équipe rose et bleue. Donc, Ouais. Et en plus, Stroll a été pris. Est-ce que ça aurait changé quelque chose peut-être? Mais il a été pris en qualification derrière Giovinazzi, qui oui. a notamment eu trois places de pénalité sur la grille. Mais peut-être que Stroll aurait pu traverser Q2 et encore là faire avancer le développement. Ouais, mais je suis pas d'accord Mais parce ouais, qu'il était vrai. En toute la fin de semaine, il était vraiment dans les bas-fonds. Donc, vraiment, même à la hauteur des Williams, ce qui est un une peu mauvaise fin de gênant. semaine au bureau. Vraiment une mauvaise fin de semaine au bureau, mais Sergio Perez a fait un très bon départ. Et surtout, il s'est racheté après son erreur en Allemagne qu'il a émis dès le premier tour. Tu sais, 11e, il marque pas de points, mais bon, il y a peut-être l'accrochage avec Albon qui ne l'a pas rendu super joyeux. Mais moi, je trouve que quand même si on ne l'a pas beaucoup vu, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est bien dans les circonstances. Même si on savait que Racing Point n'avait pas la voiture pour répéter soit l'exploit de Montréal ou bien même en Allemagne, mais vraiment, Perez a fait le travail. Ouais, c'est toujours mieux de terminer sur la piste qu'en dehors. Donc, pour lui, il peut déjà se contenter de ça. Et il a quand même terminé 11e alors que son coéquipier a terminé très haut. Alors oui, Perez a eu un très bon départ. À l'habitude, c'est ce qu'on voit de Stroll, donc c'est peut-être là où je suis un petit peu déçu. Mais en même temps, on connaît la difficulté de dépasser en Hongrie et lors de ses commentaires d'après qualification, Stroll en était très au courant puisqu'il avait la mine basse, était peut-être mécontent justement de Giovinazzi, même si on en a parlé, aurait peut-être pas pu passer quand même à Q2, mais ça va être à prendre en compte justement pour la fin de la saison. Oui, exactement. Et puis arrive le Grand Prix de Belgique où dans le passé, dans le temps de Force India, c'était leur circuit de prédilection. Ils nous ont sorti des résultats exceptionnels. D'ailleurs, le premier podium de l'équipe sous l'ère Force India avec Giancarlo Fisichella en 2009. Même la troisième place d'Esteban Ocon en qualification. Le, la troisième et la quatrième place d'Ocon et de Perez en qualification l'année dernière sous le nom de Force India Racing Point. Donc, je pense que ils ont hâte au Grand Prix de Belgique plus qu'au Grand Prix de Hongrie. Ouais, probablement. Et je pense que après les vacances, ça va peut-être que Force India, Racing Point va revenir en force peut-être après quelques jours de vacances. Donc, écoute, on leur souhaite. Je pense que ils ont peut-être de la difficulté à gérer le surplus d'argent qu'ils ont depuis le début de l'année, alors qu'on se souviendra que Force India était dans le passé l'équipe avec le moins de budget et réussit à faire des miracles. Donc, on explique mal présentement la situation chez Force India, mais c'est peut-être justement une malgérance de cet argent ou bien tout simplement une malgérance peut-être. Et même un propriétaire qui était frauduleux aussi, Ouais. en parlant de Vijay Mallya. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'il devient. Est-ce que son procès est réglé? Est-ce qu'il est en prison ou pas? Je sais pas. Je pense que non, parce qu'il avait pas l'air d'un gars qui voulait partir de l'endroit où il était. Ouais. Mais Vijay Mallya, c'est quelqu'un de... J'ai trouvé un peu edgy aussi, mais il méritait ce qu'il a. Bon, enfin. Enfin, maintenant, il n'est plus en Formule 1. Non, Euh, heureusement. Force India est mort maintenant, c'est Racing Point.
On passe à autre chose. On passe à autre chose, exactement. Et parlant de passer à autre chose, on va parler de Renault qui veut aussi passer à autre chose. Ouch! Ouch! C'est difficile depuis le début et Renault enchaîne les mauvaises performances, soit autant sur la piste qu'en dehors de la piste. C'est catastrophique chez eux. Et même, on pensait vraiment que ça allait être une bonne saison. Et c'est ça qui est dommage chez eux. Écoute, on pensait justement avec l'arrivée de Ricciardo que ça allait être une saison tournante, justement, une saison tournante dans la nouvelle ère Renault. Et finalement, ça a été une saison tournante, mais dans la mauvaise direction, là. Ah, clairement! Et en plus, normalement, c'est une course où ils auraient pu se démarquer. Ça n'a pas été le cas. Parce que, bon, Daniel Ricciardo a fait une bonne performance. Il est resté... il est resté devant Valtteri Bottas pendant un certain moment. Mais il n'a pas été capable, évidemment, bon, c'est Budapest, il n'a pas été capable de dépasser Kevin Magnussen. Quant à Nico Hülkenberg, ben, tout simplement, il n'y avait pas de rythme, même s'il finit devant. Donc, tu sais, c'est pas facile. C'est pas facile pour l'équipe française. Et ils n'ont pas non plus de bonnes performances sur quoi s'accrocher. Et c'est ce qui est dommage aussi chez eux. Tu sais, à un moment donné, tu dois t'accrocher à quelque chose, mais là, il n'y a pas de bouée, là. Il n'y a rien. Ils sont en train de se noyer dans leur propre lac et ils peuvent pas ressortir. Et peut-être que les vacances, justement, vont être leur bouée. Mais j'ai très hâte de les voir, justement, en Belgique, comment ils vont réussir à revenir après ce mois de vacances. Ouais, moi je pense que, à moins d'un revirement de situation assez surprenant, je ne pense pas que Renault soit dans le coup, en fait. Non, vraiment pas. Et ça va jouer aussi sur la saison prochaine et sur l'autre et sur l'autre. Donc, c'était peut-être l'année où il fallait terminer quatrième, justement, pour ramasser le plus d'argent possible et de continuer sur le développement qu'il avait fait la saison dernière. Mais présentement, c'est très dommage pour eux, mais je pense que c'est terminé. Ouais, c'est terminé. C'est terminé. Ils vont se concentrer sur 2020, je pense, mais... D'ailleurs, j'ai pensé à ça. C'est pas Cyril Abiteboul qui disait à RDS que quand ils ont travaillé avec Ricardo, mais ils ont fait la voiture un peu plus lente que ce qu'ils étaient l'année passée. Euh, Comment tu dis ça? Ben, en fait, c'est que je pense, en entrevue à F1 Magazine sur RDS, il y avait Cyril Abiteboul, le patron de Renault Sport, qui disait que, bon, ils ont travaillé. Renault et Daniel Ricciardo ont travaillé beaucoup sur la voiture de Oui, 2019, mais ils l'ont rendue un peu plus lente. Donc, je pense que soit ils ont déjà leur plan, ils sacrifient 2019 ouais, pour se peut-être. concentrer sur 2021, mais en tout cas, si c'est le cas, ben, ça peut se comprendre, mais en ce moment, c'est une catastrophe. Effectivement, et justement, ce commentaire vient peut-être tout expliquer parce que moi, je trouve Ricardo très serein présentement pour un pilote qui a quitté quand même une place qui était, bon, pas officielle parce qu'on ne savait pas comment Honda allait gérer ça avec Red Bull. Ouais. Une situation où il pouvait justement rester serein et être pratiquement quatrième pilote officiel du championnat. Donc, j'imagine qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et que Renault peut-être sera meilleur l'an prochain. Mais en ce moment, c'est la catastrophe et peut-être que ce que tu viens de nous dire peut expliquer la saison. Oh oui. Oh oui, peut-être. Donc, C'est à suivre. C'est à suivre. As. Ouh. Pour une-
la semaine dernière, on avait des choses assez belles à dire sur l'équipe, mais aujourd'hui, c'est retour à la normale avec Magnussen qui finit quand même 14e ou 15e, mais hors des points, seul à l'arrivée puisque Romain Grosjean a eu un abandon en raison d'un problème d'eau. Un problème d'eau, c'est ça. Et Et Grand Prix après Grand Prix, c'est la même chose. As connaît un bon Grand Prix, l'autre non, et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, à partir du moment où tu, tu n'es pas capable de comprendre ta voiture, bien, c'est très mal parti pour justement l'améliorer. Et présentement, c'est la situation chez As qui continue et continue et continue encore. Donc, c'est encore, même dans le même sens que Renault, je pense que c'est une saison à oublier du côté de Haas. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas où partir, puisqu'ils ne connaissent pas le problème. ouais, c'est ça, parce que là, comme on disait la semaine dernière, est-ce que tu pars à partir des bases d'Australie ou tu pars à partir des bases de la voiture améliorée, tu regardes tous les points positifs et tu la mets dans la voiture d'Australie. Ça, c'est un dilemme que l'équipe va avoir pendant les vacances, mais aussi quand la période de 2 semaines obligatoires sans travail va être terminée. Parce que, oui, Ferrari, Renault ne seront pas les seules équipes à travailler pour rattraper l'écart perdu. Haas en a énormément parce que Ouais. là, les espoirs de points là, se s'envolent. Et même la 7e et 8e place en Allemagne était un peu un cadeau du ciel avec les pénalités au Alfa Romeo. Donc, Effectivement. Et je me souviens qu'en début de saison, on voyait Haas comme la 4e écurie ouais. devant même Renault. Et plus la saison avançait, leurs problèmes ont commencé à arriver. Et présentement, ben, ils ne peuvent pas améliorer leur développement pour les raisons qu'on a répétées depuis quelques podcasts, mais aussi aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de voir As peut-être trouver leur problème enfin ils vont pouvoir respirer au moment où ils vont trouver le problème et pouvoir justement évoluer leur voiture, mais surtout se concentrer, je pense, sur la prochaine saison. Oh oui. Vivement la pause pour Oh oui. Haas parce que eux, ils en ont vraiment, mais vraiment besoin. Parce que, Ouais. euh, je sais pas, c'est quand même c'est une saison. En fait, c'est la saison la plus difficile en ce moment de la jeune histoire de Haas. Donc, il fallait s'y attendre qu'ils aient beaucoup de bas et peu de hauts aussi. Ouais. Ça, c'est peut-être un moment de circonstance aussi. Euh, donc, on verra. C'est à suivre aussi dans leur cas. Donc, E- Exactement. Donc, ça aussi, ça va être un point à surveiller. Et pour terminer, Williams, finissent sur un bon... Comment qu'on pourrait dire ça? Sur sur un une bon bonne note, on va dire. Une bonne note. pied. Ouais, c'est pas. On Ouais, va c'est dire ça. pas pire. Pas pire. Correct, disons, avec une 15e place pour Russell, si je me trompe pas. Donc, et qui a bien fait justement en qualification, qui a été loin de son coéquipier et qui... C'est ça, je pense que il y a de l'amélioration chez Williams. Russell l'a très bien vu et l'a mentionné qu'il avait vu une grande différence avec le passé de Williams durant la saison. Et je pense que ils peuvent quitter peut-être plus sereinement la F1 là, donc pour les 4 prochaines semaines. Oh oui, exactement. Puis il faut préciser, Russell est passé à 58 millième de la Q2
Donc, on voit que la Williams s'améliore de course en course, que le début de saison, c'était... on était au fond du trou, et là, il commence à se rattraper, lentement mais sûrement, et George Russell est en train de prouver que la Williams est capable de faire quelque chose. Robert Kubica, bon, euh, c'était pas comme en Hongrie où il a été très conservateur. Euh, il s'y attendait un peu. Lui, il a fait une course à un arrêt, mais il était beaucoup plus proche de Russell que Verstappen a été de Gasly. Ça, il faut se le dire. Si on veut comparer, si on veut faire des comparaisons boiteuses, mais correctes aussi, Ouais, soyons positifs au moins ben pour oui. dire que Kubica a fini beaucoup plus proche de Russell que Verstappen a Faut trouver du terminé. positif où il y en a pas. Exactement. Donc, ouais, et Mais en en même plus, temps, je pense que la Williams a évolué et c'est tu pars du point A, donc de Melbourne, et là tu avances. Et même si Williams a resté longtemps sur une même ligne droite et sans amélioration, présentement on en a vu une, et ils vont pouvoir justement continuer à travailler sur ça. Euh, Puis en comparaison justement avec Haas qui ne connaissent pas leurs problèmes, mais au moins euh, Williams a trouvé un point justement de d'amélioration. exactement. Donc, on est très content de voir au moins les progrès de Williams. Alors, c'est ce qui conclut la revue des 10 équipes. Passons maintenant au classement des pilotes après cette première partie de la saison. Donc, Lewis Hamilton quitte Budapest avec 250 points. Valtteri Bottas, non seulement a de la pression pour impressionner Toto Wolff, mais aussi a de la pression pour ne pas terminer troisième, puisqu'il a 188 points en deuxième place, et Max Verstappen, fort de ses 19 points, a 181 points, donc il y a 7 points d'écart Et il peut dire entre... merci aussi à son écurie qui a fait perdre une place à Verstappen aussi lors de ce Grand Prix. Exactement. Donc, c'est un point positif parce que Ben sinon, oui. si Verstappen avait gagné ce Grand Prix, il aurait Il sera été à 4 deuxième. points si ne sera pas. Ouais, 4, exact. 3, quelque chose comme ça. Ouais, exact. Donc, à peu près, il serait devant Bottas s'il avait gagné ce Grand Prix. Sinon, Sébastien Vettel et Charles Leclerc sont quatrième et cinquième avec respectivement 156 et 132 points. Et dans cette course à la sixième place, on peut le dire maintenant comme ça, Carlos Sainz a maintenant 5 points de retard sur le Français. Donc, attention, il y a peut-être une bataille qui se dessine, même si c'en est pas une. Sinon, classement des constructeurs, ben Mercedes reste toujours très confortable devant. Ferrari a 288 points. Red Bull en a 244. McLaren en a 82. Toro Rosso reste cinquième avec 43 points grâce au point à la 10e place d'Alex Albon. Renault est sixième avec 39 points. Alfa Romeo est passé septième devant Racing Point. Donc, c'est 32 points pour l'équipe suisse contre 31 pour l'équipe canado-britannique établie à Silverstone. Haas est neuvième avec 26 points et Williams, avec son seul point du Grand Prix d'Allemagne, reste dixième avec un point. Donc, voilà, c'est ce qui complète le segment Formule 1. On va maintenant passer à très rapidement, en fait, au segment En route vers la Formule 1, parce que c'était le retour de la Formule 2 et de la Formule 3 en fin de semaine, eux qui n'étaient pas en Allemagne. En Formule 2, c'est Nicolas Latifi qui a remporté la course principale, celle de samedi. Euh, et
devant Nick DeVries, son rival au championnat, et Jack Aitken, le pilote britannique, complète le podium. Luca Giotto termine quatrième. Sergio Sette Camara cinquième. Jordan King sixième. Nobuharu Matsushita est septième. Mick Schumacher huitième. Guan Yu Zhou neuvième et Callum Ilott complètent le top 10. Et comme c'est tout le temps le cas en Formule 2, les positions 1 à 8 sont inversées sur la grille de départ. Donc, c'est Mick Schumacher qui est parti en pole et il a, devinez quoi, gagné cette course pour la première fois. C'est sa première victoire en Formule 2. Il gagne devant Nobuharu Matsushita et Sergio Sette Camara. Mais Nick DeVries a réussi à terminer devant Nicolas Latifi en 6e place et 7e pour le pilote canadien. Et c'est une course qui a été un peu ternie par le décès du fondateur de l'équipe Dams dans laquelle Latifi et Camara participent en Formule 2. Le fondateur de Dams, Jean-Paul Driot, est décédé à l'âge de 68 ans. Donc, il était le fondateur de Driot Associé Motosport. Donc, ce qui faisait Dams, si on prenait les 4 premières lettres de chaque mot. L'équipe a été créée. En fait, Driot a créé l'équipe en 88 et il a perdu son long combat contre la maladie, a précisé l'équipe française dans un communiqué. Donc, la victoire de Latifi samedi et le podium de Sette Camara sont en hommage, évidemment, à M. Driot, qui d'ailleurs a longuement participé au programme de Renault et de Nissan en Formule E, évidemment avec Renault e-Dams, et maintenant qui est devenu Nissan e-Dams. Et avec le partenariat de Renault, Renault e-Dams a remporté plusieurs championnats des constructeurs en Formule E. Donc, toute l'équipe du Bulletin F1 voudrait offrir ses sympathies à la famille et aux proches de Jean-Paul Driot, qui était un grand homme dans l'univers de la course automobile. Donc, c'est ce qui conclut le segment Formule 2. Mais il y avait aussi la Formule 3 qui avait lieu à Budapest avec ses 30 voitures en piste. Et lors de la première course, c'est le Danois Christian Lundgaard qui a remporté sa toute première victoire en Formule 3 du début jusqu'à la fin, devant Max Futrell sur Art et Jake Hughes sur la HWA Race Lab. Et lors de la course du lendemain, c'est Marcus Armstrong qui a remporté lui aussi en dominant du début jusqu'à la fin l'épreuve devant Leonardo Pulcini sur Hightech Grand Prix et Jake Hughes qui lui aussi inscrit un deuxième podium lors de cette épreuve à la 3e place. Il a dans les deux cas empêché le pilote de l'Académie Red Bull Yuri Vips de monter sur la 3e marche du podium. La prochaine épreuve aura lieu en Belgique, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Donc, Belgique, ce sera la prochaine destination. Donc, eux aussi vont avoir un mois de vacances. Et il reste seulement 3 courses aussi à la F2. Et si je ne me trompe pas, F3, c'est la même chose. Donc, leur saison achève. Et les pilotes qui voudront faire leur dernière bonne impression pour peut-être s'espérer un titre, pas un titre, mais un volant exactement l'an prochain en Formule 1. Oui, exactement, surtout pour Nicolas Latifi ou bien même Nick DeVries qui, lui, veut faire bonne impression et avancer un peu dans sa carrière parce que oui, il fait aussi de l'endurance, mais je pense qu'il était anciennement un membre de l'Académie des pilotes de McLaren, mais son association s'est terminée, puis je pense qu'il avait
signé un contrat avec Mercedes, si je me trompe pas. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense que c'est ce que j'avais lu aussi, qu'il s'était associé avec Mercedes. Donc, peut-être que De Vries, à un moment donné, pourrait avoir un volant en Formule 1 si jamais il devait remporter le championnat de Formule 2. Mais sinon, en Formule 3, ben, il y a de l'action. Et en plus, Prema, qui est l'équivalent de Dams, mais un peu une équipe Très italienne. puissante. Très puissante. Vraiment a commencé à perdre un peu des plumes, mais Marcus Armstrong s'est assuré de garder un peu des distances au championnat. Mais vraiment, ils ont un très bon trio avec Yaron Daruvala et Robert Schwarzman aussi. Donc, le trio de Prema en Formule 3. Très impressionnant cette première saison inaugurale de ce championnat de la Formule 3. Alors, c'est ce qui conclut ce très long épisode, je dois dire, du Bulletin F1. Quand même. Je dois Je remercier... ne m'attendais pas à ça. Ouais, moi non plus. Je dois remercier tout de suite Brian Rimet qui malheureusement nous a quittés parce qu'il avait eu un autre empêchement, mais il sera là, espérons-le, la semaine prochaine parce que oui, il n'y a peut-être pas de Formule 1, mais le bulletin F1 va être là pour parler un peu d'actualité. Mais la semaine prochaine, on a un épisode assez spécial. On va avoir le bulletin de notes de mi-saison. Bon, c'est peut-être pas la mi-saison officiellement parce qu'il reste... on a fait presque 60% de la saison, mais on va profiter des vacances pour donner des notes. Contrairement à ce qu'on fait normalement sur le site bulletinf1.com, on va donner des notes aux pilotes, aussi aux écuries, on va dire, puis on va aussi faire un retour sur la dernière course de la saison inaugurale de la W Series, ce championnat 100% féminin. Il y aura définitivement une nouvelle championne parce que c'est la saison inaugurale, mais laquelle? Entre Jamie Chadwick ou Beitske Vesse. Tout ça, on va revenir là-dessus dimanche. Ben, en fait, on va enregistrer l'épisode dimanche, mais ça va être disponible lundi sur toutes vos plateformes de podcast préférées et même sur notre site bulletinf1.com que vous pouvez visiter en tout temps. Et d'ailleurs, si vous voulez continuer la conversation, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux, sur Twitter lebulletinf1.com. Le bulletin F1, pardon, je suis vraiment fatigué. Ça, c'est probablement le voyage de Toronto qui me donne encore... Ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, vous pouvez nous suivre sur Twitter @lebulletinf1 ou sinon sur Facebook à facebook.com/bulletinf1. Marc-André, ce fut un grand plaisir. Merci encore une fois, effectivement. Merci beaucoup, Abdou. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le bulletin de notes de mi-saison du bulletin F1. Oui. Alors, on continue toujours de rouler avec le bulletin F1. Profitez de ces beaux jours de soleil et amusez-vous bien, même s'il n'y a pas de F1 pendant un mois. Salut tout le monde! Salut à tous!